Salut à tous. Alors une vidéo aujourd'hui sur l'homologation des outils. Vous avez été nombreux à me demander comment ça fonctionnait lors de ma dernière vidéo quand j'avais été peser l'Aragon 6 mètres semi-porté, l'outil à disque que vous avez derrière moi. Pourquoi je l'homologuais, comment ça s'homologue, etc. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le CNRV qui vient justement pour faire tous les points de sécurité sur la circulation routière, parce que c'est surtout leur travail. La conception, en fait, dans le fond, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que tout soit homologué sur une circulation française. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc c'est le moment. Allez, on prend quelques secondes. C'est bon, vous avez cliqué sur la petite cloche. Allez, on attaque. Alors, qui dit homologation, dit de nombreux papiers à remplir, des certifications sur tous les points de sécurité que vous pouvez avoir sur la machine. Conseil aussi, donc heureusement qu'on avait un conseil sur le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et surtout aujourd'hui d'ailleurs, la visite du contrôleur du CNRV. Donc voilà, aujourd'hui les invités sur l'exploitation. Jérôme, toi tu es du CNRV. C'est ça, le Centre National de Réception des Véhicules. Voilà, et Benoît qui est la société, le cabinet conseil. Qui nous a d'ailleurs pas mal conseillé parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous le verrez dans cette vidéo. Jérôme va nous expliquer en détail, entre autres, pourquoi il y a des éléments de sécurité. Des fois, on délaisse toujours un petit peu en se disant « bon, c'est pas grave, j'ai une catadioptre de cassée, etc. » Non, c'est très important. Essayez d'avoir toujours des outils qui soient conformes à ce que vous avez pu recevoir dès le départ. Il y a des constructeurs qui ont fait des homologations sur les outils. Il y a une raison. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Tu diras pas le contraire? Tout à fait. Alors, dis-moi, on t'appelle à quel moment, Jérôme, toi? Eh bien, une fois que tout le document papier a été réalisé, qu'il a été compilé, que toutes les attestations de conformité de chaque élément individuel de la machine a été fournie, on me confie ce dossier papier et on me présente le prototype. Alors souvent, messieurs, on entend parler de « oh, l'homologation en France, c'est chiant, il y a des trucs qui servent à rien, etc. » S'il y a autant d'exigences, c'est qu'il y a une raison. Peut-être toi, Benoît, qu'est-ce qu'en tant que cabinet conseil, pourquoi on a toutes ces exigences en fait aujourd'hui sur le matériel, surtout traîné comme aujourd'hui par exemple? La finalité, c'est quand même la sécurité. Sécurité à la fois pour l'agriculteur, la sécurité des utilisateurs, Et des usagers aussi. des usagers de la route. Qui croisent les véhicules, qu'ils soient en voiture ou à pied. Hein. Il faut que le véhicule qu'on homologue il réponde à certaines règles et ne présente pas de danger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme? C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on va voir certains points particuliers et on va prendre toujours l'œil de l'usager de la route, comment lui va percevoir le véhicule. Bon, ça fait toujours peur quand on voit ces gars arriver. Alors, toi, tu me disais, ce qui t'importait, c'était déjà l'éclairage, la visibilité de l'outil pour l'usager, c'est ça? Exactement. L'éclairage et la signalisation. Quelque chose qui est très important, c'est les panneaux rouge et blanc. Dans le jargon, on appelle ça TPESC. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils marquent le gabarit du véhicule. Quand on est usager de la route, on voit un panneau comme ça, on sait qu'on va être face à un danger. On sait qu'on va être en face d'un véhicule qui a une grande largeur. Ce panneau, il est là pour montrer que le véhicule est de grande largeur. Si le véhicule fait plus de 2,55 m de large, il aura un panneau rouge et blanc. Tu es d'accord que ce panneau, en fait, doit quasiment délimiter la largeur de la machine en soi. Il ne faut pas qu'il soit, tu ne me l'aurais pas homologué s'il était beaucoup plus proche. Tout à fait. Le but, c'est qu'il soit le plus près du hors-tout, de la largeur hors-tout du véhicule. Et donc là, il est bien positionné, il est vraiment au plus près de la largeur du véhicule. Alors, les catadioptres, tu vois, il n'y a pas les mêmes couleurs. Benoît m'a demandé de mettre du blanc devant, de l'orange sur l'extérieur. Explique-moi un petit peu. C'est les grandes règles de couleur des véhicules agricoles, non, des véhicules de manière générale. L'avant du véhicule, la couleur est toujours blanche. Le côté du véhicule, la couleur est toujours orange. L'arrière d'un véhicule, la couleur est toujours rouge. Bon, donc en gros, on va faire un tour derrière le véhicule. Bon, on arrive derrière le véhicule. Toujours ton panneau de signalisation. Le panneau TPESC, c'est écrit dessus. Au plus près du hors-tout, toujours. Le plus en arrière du véhicule aussi. Un catadioptre triangulaire, parce que nous avons affaire à un véhicule remorqué. De la même manière, ce catadioptre
il est très proche de la largeur hors-tout du véhicule, comme le feu de position qui est très près de la largeur hors-tout du véhicule. Tout ça pour montrer le gabarit du véhicule à un usager de la route. Alors, il y a le panneau 25 km/h. Moi, je veux que tu m'expliques parce que nos tracteurs, ils roulent à 40, voire 50. Pourquoi je roulerais à 25 km/h, sachant que j'ai un tracteur qui roule à 40? Eh bien, c'est très simple. Il y a une règle de circulation en France qui dit, dans un ensemble agricole, s'il y a l'un des éléments qui fait plus de 2,55 m de large, l'ensemble sera limité à 25 km/h. En revanche, si les deux parties avaient fait moins de 2,55 m de large, et si l'outil, on l'avait homologué à 40 km/h, l'ensemble aurait pu rouler à 40 km/h. Benoît, on parlait de vitesse. Oui. Aujourd'hui, je suis agriculteur. J'ai un tracteur sans rien derrière. Il monte à 50 km/h. J'ai le droit de rouler à 50 km/h ou pas? Alors, si c'est un tracteur de dernière génération, qui est homologué suivant le règlement européen 167/2013, donc ça c'est un numéro d'homologation qu'on retrouve sur sa plaque. S'il a bien ce numéro-là, qu'il est homologué européen pour une vitesse de 50 ou de 60, il peut rouler seul en France à sa vitesse maximum. Ah ouais, juste à sa vitesse maxi. À sa vitesse maximum. Donc s'il roule à 80, il roule à 80. Il peut rouler à 80. Mais il faut se mettre dans la tête, c'est pas parce que vous avez un tracteur qui roule à 40 ou 50 ou 60 que les remorques ou tout ce qui sera traîné derrière vous roulera à 40 ou 50. Voilà, dès qu'on parle de convoi agricole, Alors c'est combien convoi agricole? Non, De non. 50, c'est quoi? ce que j'entends par convoi, c'est un ensemble de véhicules, un tracteur plus Un un outil ou un véhicule remorqué. Dès lors qu'on parle d'un ensemble de véhicules, là on est soit à 25, soit à 40. On peut être à 40 avec un traîné, On peut être à 40 avec un traîné, mais à moins de 2,50. à moins de 2,55 m de large, et il faut bien sûr que le véhicule remorqué soit homologué 40. Alors, une chose, moi qui est avec ma moissonneuse, qui fait moins de 4 mètres de large, moins de 3,50 m de large, Oui. je mets toujours une voiture devant, convoi exceptionnel. Je le mets même sur la machine, sans la coupe évidemment. En gros, je peux rouler sans voiture de convoi alors. Alors ça c'est des règles de circulation. On a deux catégories de convois. Convoi agricole catégorie A ou B. Donc juste de 2,55 m à 3,50 m, là les règles sont assez légères. On doit marquer le gabarit avec les panneaux réfléchissants, mais globalement on n'a pas besoin de voiture pilote. On peut circuler, je dirais, assez facilement. Quand tu as une longueur de convoi, Alors là, en termes de longueur totale de convoi, donc tracteur plus remorque, là on est sur 18 mètres. On peut aller un petit peu plus si on allume les phares de jour comme de nuit. Et le maximum de toute façon c'est 25 mètres. 25 mètres 25 mètres sans convoi, sans convoi. à moins de 2,50 m. Oui. Moins de 3,50 m. Moins de 3,50 m. D'accord. Là où il faut la voiture pilote, c'est de 3,50 m à 4,50 m. D'accord. Dis-moi Jérôme, tant qu'on est sur l'arrière là, de la machine, j'ai une machine qui n'a pas de freinage. Tout à fait. Tu l'homologues? Oui, c'est possible, Pourquoi? parce que la charge à l'essieu est inférieure à 3,5 tonnes. Il y a l'obligation d'installer un frein si on a une charge supérieure à 3,5 tonnes à l'essieu. Alors, je pensais que c'était aussi le poids de la machine globale a fait moins de 6 tonnes. Si elle avait fait plus de 6 tonnes, mais avec une charge qui acceptait, j'aurais pas besoin de mettre de système de frein? Aujourd'hui, on a deux règles qui se télescopent. On a notre vieil arrêté français sur le freinage qui dit en effet qu'au-delà de 6 tonnes d'un véhicule, charge à l'attelage comprise, essieu plus attelage, si on est à plus de 6 tonnes, il faut mettre un frein. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui prévaut, ce sont les règles européennes, et la règle européenne ne traite uniquement que de la charge à l'essieu, et la charge à l'essieu, c'est donc la limite est à 3,5 tonnes. Moins de 3,5 tonnes, on peut circuler sans frein. Plus de 3,5 tonnes à l'essieu, il faut un frein. Alors, je te disais tout à l'heure que Ilji allait agrandir les machines de 9 à 12 mètres. Donc, on sera sur un poids supérieur à 3,5 tonnes, évidemment. Je te dis, pas de problème, je monte un système de freinage hydraulique et un frein à main. Et tu me dis stop, pas d'hydraulique. Exactement. Alors, explique-moi. Parce qu'à compter du 1er janvier 2025, on ne pourra plus vendre de véhicules remorqués avec une monoligne hydraulique de freinage. De la même manière, il ne sera plus possible de vendre
de tracteurs équipés d'une monoligne hydraulique de freinage. Donc l'avenir pour ce genre de véhicule, c'est donc une double ligne pneumatique. Alors, double ligne pneumatique, c'est quoi en fait, double ligne pneumatique? Eh bien, c'est l'équivalent du routier. Tu pourras voir ça sur des camions, main rouge, main jaune, avec une double ligne donc pneumatique. Et derrière, tu auras donc des vases pneumatiques. Ce ne sera pas des vases hydrauliques, ce sera des vases pneumatiques. Alors, pour le coup, moi qui est utilisateur, par exemple, tu vois, j'ai mes remorques en freinage hydraulique, j'ai du matériel en freinage hydraulique, j'en ai un aussi comme ça. Comment je vais faire? Si je change pas de tracteur et que mon outil est avant 2025, j'aurai quand même l'autorisation de rouler sur la route, rassure-moi. Oui, j'ai dit vente de véhicules. On est d'accord. Tout ce qui a été homologué pourra continuer de rouler sur la route. Si tu as un tracteur équipé d'une monoligne avec un outil équipé d'une monoligne, tu pourras continuer à t'en servir, bien entendu. Bon, ça nous rassure tous. Dis-moi Jérôme, qui dit essieu, dit pneumatique. Oui, C'est mieux. c'est mieux, sinon c'est la jante. Sinon c'est la jante. Donc tu as prêté attention à pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous montrer ce qui est important sur un pneu, surtout sur ce genre d'outil traîné? Bien, ce qu'on a regardé, c'est l'indice de charge et de vitesse. Et il est bien indiqué free rolling, c'est-à-dire que c'est un pneu qui n'est pas un pneu de tracteur. C'est un pneu qui appartient à un véhicule remorqué. Donc l'indice de charge et de vitesse de ce pneumatique est indiqué 153 à 6. 153, c'est un indice qui correspond à une charge. On a regardé tout à l'heure, l'indice 153, ça représente 3650 kg. Donc le pneu, il est homologué pour avoir une charge de 3650 kg à la vitesse A6, qui veut dire 30 km/h. Donc ce pneu, il peut avoir une charge de 3650 kg à 30 km/h. Nous, on va s'en servir dans un essieu qui fait donc moins de 3500 kg, donc un pneu qui va avoir une charge jusqu'à 1750 kg, à une vitesse de 25 km/h. On est très en dessous des capacités maximales du pneumatique, et donc c'est un pneu qui peut être monté sur ce genre de machine. Donc tu es en train de me dire qu'on peut bourrer le rouleau et la machine et on sera encore sur les clous sur la route. J'ai pas dit ça, j'ai dit que le pneu tenait. Alors je sais pas si tu as vu qu'il y avait des petites choses qui étaient montées d'origine. Tiens, retrouve-moi de ce côté-là. Alors comme tu peux voir Jérôme, sur le transport en règle générale, on lève ça et ça appuie sur le vérin. C'est fait. C'est important pour toi? Pour moi, non. Parce que moi, je m'occupe de règles qui appartiennent à des règles d'homologation, de circulation du véhicule. Là, on est en train de parler d'outils. Et l'outil, c'est géré par la directive machine. Et tout ce qui a trait à la sécurité de l'outil est lié à la directive machine. Donc en fait, c'est le constructeur dès le départ qui normalement a fait, Le constructeur, cette il démarche-là. a fait une étude de sécurité de sa machine pour vérifier que sa machine n'était pas dangereuse pour les utilisateurs. Et donc il a mis plein de dispositifs pour limiter la dangerosité de sa machine, pour la rendre non dangereuse pour l'utilisateur. Et ça, c'est un dispositif que le constructeur a mis pour limiter la dangerosité de sa machine. Mais pour toi, dans le fond, ça t'intéresse pourquoi? Pour moi, ça n'appartient à aucune règle de réception des véhicules. Alors, c'est une règle générale de sécurité du véhicule. Alors je vais t'en montrer une autre aussi. Alors tu vas me dire s'il y a des constructeurs qui font ça. Ilji nous donne toujours des chaînes. Je sais pas si tu vois. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Alors on laisse avec la machine parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une conformité lorsqu'ils ont fait les sécurités de la machine. Est-ce que, bon quoi qu'il en soit, on le met toujours avec la machine. Est-ce qu'il y en a besoin? Et sinon, pourquoi? Oui, il y en a besoin. Je ne pourrais jamais te dire autre chose qu'il y en a besoin. Cette chaîne, elle est historique dans le code de la route. C'est pour assurer le guidage résiduel en cas de rupture de l'attelage. Même si dans ton cas, tu as un attelage 2 points, donc on peut imaginer que s'il y a une cosse qui casse ou s'il a été mal attelé d'un côté, l'autre côté va assurer le guidage résiduel. Néanmoins, ça c'est une règle franco-française. La réglementation européenne dit s'il n'y a pas de frein, il faut que le véhicule puisse assurer un guidage résiduel en cas de rupture d'attelage. D'où la chaîne. Bon Jérôme, tu la trouves comment ma plaque? Bah écoute, elle est pas mal. Elle est plutôt imposante. Elle est imposante, mais elle a toutes les informations dont on a besoin.
ce que dit le code de la route. Il veut que sur la plaque du constructeur, on ait la marque, on ait le type du véhicule, son numéro de série et les règles de masse du véhicule, à savoir son poids total autorisé en charge. Là, on a donc 6 tonnes, avec des masses techniques qui sont de 3 tonnes à l'attelage et de 3,5 tonnes sur ton essieu. Alors le PTAC, est-ce que c'est le poids de la machine ou c'est sa charge totale? C'est sa charge totale maximale autorisée. Ok. Ton véhicule, peut-être que tout neuf, sans terre dessus, on va dire il fait peut-être 5 tonnes 5. Le constructeur s'est gardé une marge en disant, eh bien, s'il y a un petit peu de terre, peut-être que je peux monter jusqu'à 5 tonnes 8 ou 5 tonnes 9, mais je reste à des masses inférieures à 6 tonnes. Bon, tu m'avais fait mettre minimum sur la plaque 4 mm et gravé au châssis 7 mm. Ouais. C'est une obligation? C'est une obligation, c'est un minimum de hauteur, oui. C'est une règle. On peut avoir des caractères plus gros, mais en tout cas le minimum, c'est ça. Pourquoi tu m'as fait graver le numéro de série et le type de la machine sur le châssis? Parce qu'il est sur la plaque. C'est pareil, c'est une règle. On doit toujours frapper à l'avant-droit du véhicule son numéro de série, frapper directement sur le châssis. Élément indémontable. Parce que je rebondis sur ce que tu dis, élément indémontable. Combien de fois j'avais poussé un petit coup de gueule un jour sur le matériel d'occasion, je ne sais pas si vous vous souvenez sur Facebook, et puis souvent il n'y a plus la plaque. Alors pour l'année on dit ah bah la machine 90, ouais, 70. Et là ce qui est quand même important c'est que on a le type et le numéro de série, ne serait-ce que je vois quand chez Prodi les techniciens vous demandent le type de la machine, vous voyez plus rien parce qu'il a sauté. Là pour le coup la gravure sur le châssis, ça reste. Ça reste. Voilà. Donc c'est un peu aussi pour ça? Oui, c'est clair. Bon en gros Jérôme, pourquoi tu me fais faire tout ça? Parce que tu m'as demandé en fait. Moi j'ai cru comprendre que c'est toi qui voulais un barré rouge pour pouvoir être immatriculé. Alors voilà, explique-moi. Alors qu'est-ce que le barré rouge? C'est pas la carte grise, on est bien d'accord? Tout à fait, mais c'est ce qui va te permettre d'avoir la carte grise. Dans ce document barré rouge, tu auras donc une notice descriptive, un morceau du PV de réception que je te donnerai, et le certificat de conformité de la machine, où tu indiqueras les différents éléments qui seront repris dans la carte grise. Donc en fait, il faut un barré rouge pour toutes les machines traînées. N'importe quel poids, peu importe. Non, les machines qui font plus de 1500 kg. Les machines qui font moins de 1500 kg n'ont pas l'obligation d'être immatriculées, ni même l'obligation d'être réceptionnées. Bon, on arrive à la fin quand même de cette homologation. Ça fait 2 ans, c'était quand même chiant. Mais il y a une raison à tout ça en fait. Tu vois bien aujourd'hui que ton véhicule, il est sûr pour les usagers de la route. On voit bien que le constructeur, il a fait des efforts pour développer une barre d'éclairage en mettant un éclairage visible pour les usagers de la route. C'est des dispositions indispensables pour limiter les risques de ce véhicule de très grande largeur qui va rouler à des vitesses faibles sur la route. Si toi tu arrives avec ta voiture derrière ce véhicule-là, qui roulera peut-être à 25 km/h, tu seras bien content de voir qu'il y a des panneaux qui vont dire que le véhicule il est très large, et s'il fait un petit peu sombre, d'avoir un éclairage qui va te montrer que le véhicule il est très large aussi et qui roule doucement. Alors Benoît, Jérôme il parle d'éclairage, tu m'as fait changer 10 fois les feux. Non. Non, je rigole. Non mais tu parlais, c'est vrai Jérôme, tu parlais d'éclairage tout à l'heure, il y a éclairage et éclairage pour le coup. D'où le fait qu'il y a aussi des feux homologués. Qu'est-ce qu'il y a comme homologation? Pourquoi? Est-ce que justement c'est pour être visible fortement par l'usager? Expliquez-moi un petit peu messieurs là. Que ce soit un feu, un panneau ou un réflecteur, en fait on va aller vérifier qu'on a bien un marquage avec un numéro d'homologation et un numéro E quelque chose qui nous garantit en fait qu'il y a un service technique qui a vérifié les bonnes performances du composant et que c'est bien conforme pour le marché européen. Si à l'origine Ilji n'avait pas forcément un cadetto par exemple avec un marquage E quelque chose, l'homologation pour le marché français a fait qu'on a changé ce composant pour un composant qui a une homologation européenne. Bon, on déconnait tout à l'heure.
Tu me dis les gyrophares de ton tracteur. Je dis c'est super, aujourd'hui ils font plein de... Ça scintille, ça tourne, ça tac tac tac. Et tu me dis fais gaffe que tes gyrophares soient homologués. Alors en plus c'est ce qu'on vend chez Prodil alors. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir pour voir si ça marche? Eh bien, la fonction gyrophare est régie par un règlement de Genève, qui est le règlement numéro 65. Et donc, tu vas voir apparaître sur ton cabochon, quelque part, où il y a écrit R65 avec un numéro de réception fait par un état où il y a écrit E quelque chose avec un numéro dans un rond. Et pourquoi tu parles de... Parce que tu m'as dit rotation. Moi, je le mets toujours en rotation comme un gyrophare normal. Mais tu sais, ça scintille, il y a plein de trucs. Et en fait, la vraie utilisation, c'est quoi? Malgré toutes les fonctionnalités du gyrophare. Je crois que tu as vu qu'il y a l'une des fonctionnalités qui est une fonction gyrophare et qui a été homologuée gyrophare dans cette fonction-là. Donc en fait, je fais une boîte de nuit dans mes champs, mais sur la route, bon, je vais quand même aller voir parce que tu me fais douter, mais sur la route, il faut vraiment la fonction gyrophare. Tout à fait. Bon, je vais aller voir si c'est homologué. Alors, fermez les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Utilisation obligatoire sur route, position numéro 2. Et bien tu vois, position 2, c'est fonction gyrophare. Déjà, une bonne note. Ensuite, E9. Est-ce que E9, même si c'est espagnol, c'est homologué pour la France? Il y a d'autres numéros qui vont nous permettre d'identifier quelle est la fonction associée. YLTA1 E9 00.1654, ça t'intéresse? C'est bon. Donc j'ai le droit de continuer à aller avec mon tracteur sur la route et ces gyrophares là? Tout à fait. Bon, ça me détend. Donc il faut... C'est quoi le numéro important là-dessus? 1654 tu m'as dit? Non, c'est le code, c'est le YLT. Code TA1. Ouais, c'est ça, je l'ai. C'est ça. Donc c'est bon. C'est bon. C'est bon, vous pouvez acheter. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup à se poser des questions en fait sur la sécurité sur la route. On pense jamais à l'accident en soi. Et c'est peut-être parfois la raison où on va laisser une lumière d'un gyrophare qui n'est pas à LED cramée, ou qu'on va pas mettre une lampe sur un stop, etc. Et le conseil que vous pouvez nous dire quand même, enfin, ce qui est important, je pense, c'est pas d'expliquer que ce qu'on vous dit de faire sur les machines, c'est pour vous emmerder, mais c'est vraiment pour l'usager. Le jour où il y a l'accident, parce qu'on n'y pense pas, mais le jour où ça vous arrive, c'est la fin du monde, surtout s'il y a un mort, en gros, quoi. Hein. Ah, tout à fait, vous êtes quand même responsable de votre matériel. À un moment donné, tu nous as parlé des disques et de la protection des disques. Si les constructeurs ils fournissent des éléments de protection, des éléments dangereux pour circuler sur la route, eh bien, faut les mettre. Parce que ça sauvera peut-être une vie. C'est pas peut-être du temps à les mettre, mais ça sauvera peut-être une vie derrière. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité. La sécurité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le constructeur. Et d'ailleurs, je vois avec Sébastien, quand on vend les Apollo, tu pensais à l'outil Adam, je pense avec la bâche, elle est toujours livrée avec. Les gens disent, je m'en servirai pas. Pour le coup, c'est nous qui se protégeons et la marque aussi, en disant, vous l'avez eu cette bâche de protection des dents lors du transport. Alors, ça peut être pénible à mettre. Bon, après, quand on est autour de la ferme, qu'il n'y a pas de route, mais quand on fait beaucoup de route, et tu vas me dire, parfois même, tout peut arriver à 1 km. Hein. À partir du moment où tu prends la voie publique, tu exposes d'autres personnes à l'outil et au risque. C'est sûr que si tu ne sors pas de la ferme, tu n'es pas obligé de mettre les équipements de protection pour aller sur la route. Donc vous avez compris, hein, ne serait-ce que l'entretien du matériel, quand on parle d'entretien, c'est souvent l'entretien mécanique, mais c'est évidemment aussi l'entretien visuel, l'entretien de la sécurité, que ce soit sur le tracteur, que ce soit sur la machine, que ce soit une remorque, l'automoteur, peu importe. C'est important parce que vous êtes conducteur et il y a des usagers de la route. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir toujours un outil clean, homologué. Et je le redis encore, tant qu'il n'y a pas d'accident, tout va bien. Si un jour il y a un accident, l'intérêt c'est d'avoir un outil en ligne tel que le constructeur et le vendeur vous l'ont mis à disposition. C'est important. Un petit catadiope, une petite plaque réfléchissante, peu importe. L'intérêt c'est d'avoir quelque chose qui soit toujours propre, nickel, et pensez surtout à l'usager. C'est très important. Bon, on arrive au bout de cette vidéo, alors j'espère que ça vous aura plu. Alors on est tous à se poser des questions sur l'homologation des outils, sur la sécurité sur la route, c'est ton travail. Jérôme, c'est CNRV. C'est ça. C'est aussi ton travail, toi Benoît, en tant que conseil. Donc vous l'avez compris, en France, oui, il y a des homologations qui sont plus ou moins contraignantes, mais il y a toujours un intérêt de sécurité derrière ces homologations, même dans ces utilisations. Écoutez messieurs, merci beaucoup pour toutes ces infos parce qu'on est plein d'agriculteurs à se poser des questions.
Alors, il y a encore plein de choses à dire, mais là, on était surtout focalisé sur l'outil semi-porté. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'Instagram d'Alexandre de ProDeal Center, ma page Facebook. Et moi, je vous dis à très vite.